bienvenue dans le débat. L'Albanie est dans la rue depuis plus de 3 semaines. Les manifestants protestent contre la construction d'un complexe immobilier de luxe de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et de sa femme Ivanka, dans une zone protégée où vivent de nombreux flamants roses, d'où le nom donné à cette mobilisation de Révolution des flamants roses. Jared Kushner a publié dès le 15 mars dernier sur Instagram son intention de premier dessin pour des projets de développement sur la côte albanaise. Le projet est prévu sur l'île de Sazan, et sur la côte en face, à Zvernek, à environ 150 km au sud-ouest de Tirana. Le parquet anticorruption albanais a ouvert une enquête et cherche à comprendre comment ces terrains ont changé de main et pourquoi leur valeur a explosé en quelques mois. L'enquête porte sur des soupçons de trafic et blanchiment impliquant un intermédiaire albanais et des sociétés liées à un homme d'affaires proche de Jared Kushner, justement. Le Premier ministre albanais, Edi Rama, dont les manifestants maintenant demandent la démission, persiste et signe dans le Financial Times où il dit aux manifestants d'aller se faire voir, je cite. Alors, on va bien sûr en parler ce soir. D'abord, quel est ce projet de resort du clan Trump et pourquoi suscite-t-il une telle opposition? Cette révolution des flamants roses, de quoi est-elle le nom? Le clan Trump est-il vraiment empêché en Albanie? On va en parler donc avec mes invités. Hilda Mara est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Art et Patrimoine, collaboratrice pour le Courrier des Balkans et vous êtes albanaise, bien sûr. Merci d'être là. Steven Ekovic est avec nous. Bonsoir. Vous êtes historien et professeur émérite de sciences politiques à l'Université américaine de Paris. Bienvenue. Richard Verlier est avec nous ce soir. Bonsoir Richard, journaliste correspondant à Paris de médias suisses Blink, auteur du livre Cette Amérique qui nous déteste aux éditions Nevikata. Et nous avons à Tirana Lysander Sarachi. Bonsoir à vous. Vous êtes un des coordinateurs des manifestations justement dans la capitale albanaise. On va Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là. Ça fait à peu près 25 jours que les manifestations ont lieu en Albanie. On va faire les activistes en fait se sont mobilisés contre ce projet de immobilier de Jared Kushner, mais aussi contre la corruption. On va le voir. Des membres de la diaspora albanaise ont même rejoint les troupes. On va le voir avec ce reportage de David Gilbert qui était envoyé spécial justement pour France 24 à Tirana. Elle se devait d'être là, aux côtés de ses amis et en compagnie de son mari Benjamin. Quand j'avais vraiment le sang qui bouillonnait et que j'avais besoin de venir, je lui ai dit « Je voudrais que tu sois à mes côtés dans ce moment historique ». Après 3 semaines de manifestations quotidiennes dans son pays natal, Iris s'est décidée. Cette Albanaise vivant à Orléans a pris un billet d'avion, direction Tirana, comme des milliers de membres de la diaspora albanaise venus de toute l'Europe pour peser dans la lutte en cours. Je suis extrêmement émue, vraiment. J'aurais voulu que mes parents soient là, que mes grands-parents soient là, pour voir ce jour, ce moment où tout le monde est dans les rues. Et je pense à eux, je pense à tous ceux qui n'ont pas pu voir ce jour, malgré toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Des souffrances et une colère populaire qui se sont cristallisées depuis la fin du mois de mai. Le lancement de travaux dans une zone protégée du sud du pays pour préparer la construction de complexes hôteliers de grand luxe ont semé un vent de révolte. Au cœur de ces investissements, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et sa femme Ivanka. Mais pour la grande majorité des Albanais, il s'agit du dernier épisode de la mainmise d'une minorité sur les richesses du pays, avec la bénédiction du pouvoir politique. On est tous ensemble, unis, non seulement contre le régime d'Edi Rama, mais aussi contre la classe politique en place depuis 35 ans. Chaque soir, les manifestants se rendent devant le bureau du Premier ministre socialiste Edi Rama pour réclamer son départ. Mais pas question non plus de voir revenir au pouvoir le parti démocrate de son prédécesseur et principal opposant, Sali Berisha. C'est toute la classe politique albanaise dont cette révolution des flamants roses espère se débarrasser. Lysander Sarachi, je commence par vous, puisque vous êtes l'un des coordinateurs des manifestations à Tirana. D'abord, elles vont continuer, ces manifestations. Et pourquoi? Il faudrait expliquer au public pourquoi on l'appelle la révolution des flamants roses. En fait, vu que la construction de Zvernet se fera dans une zone protégée où vivent plusieurs
plusieurs espèces d'oiseaux. On dénombre même parfois plus de 200 espèces différentes. Mais les principaux habitants, on va dire, de cette zone sont les flamants roses. Et étant donné les organisations de protection environnementale qui sont engagées pour la protection de la delta du Vjosa, mais aussi de cette zone-là, ont décidé d'appeler ça la révolution des flamants roses. Et je trouve que ça va très bien. Et ça Ça va très bien aussi avec l'esprit. Ça va très bien aussi avec l'esprit des manifestations qu'il y a, qui sont les plus civiles possibles et qui sont dans une harmonie parfaite et dans un climat vraiment, vraiment parfait. Et ça continue ce soir, comme tous les soirs? Oui, évidemment, ça continue ce soir, donc ça commence à peine. Donc moi, je suis là, je ne peux pas participer. Je rejoindrai à la fin de l'émission. Mais on a eu une influence énorme samedi dernier quand David était là. Donc il y avait justement énormément de gens qui étaient venus de la diaspora, mais aussi des Albanais de partout, et des autres villes d'Albanie, de Macédoine, de Kosovo. Donc tous les Albanais sont concernés parce qu'ils estiment que ce problème concerne tout le monde. Et donc ici, on traite ça un peu comme une trahison de détruire des zones protégées, de donner des espaces qui appartiennent à tout le monde normalement pour en faire des zones réservées à quelques personnes, des super riches ou des gens impliqués dans différents trafics. Hilda Mara, tout a commencé par la découverte de ce projet, du clan Trump, Affinity Partners, la société de Jared Kushner et d'Ivanka Trump, dans cette zone protégée. Donc il faut un peu expliquer, il y a une lagune, la lagune de Narta d'un côté et la mer Adriatique de l'autre. C'est là où se trouvent ces fameux flamants roses. Dans la baie de Vlora, et Narta, ça va jusqu'à l'embouchure de la Vjosa, qui est la rivière, la dernière rivière sauvage de l'Europe. En effet, Affinity Partners, qui est la compagnie, la société de Jared Kushner, a démenti à plusieurs reprises depuis le début des manifestations, et même, si je ne me trompe pas, hier, il y a eu encore une autre communiqué de presse comme quoi ils disent qu'ils ne sont pas liés avec le projet d'investissement dans la baie, ce qui rentre un peu, c'est aussi en contradiction avec au début de l'année, Ivanka Trump et Jared Kushner ont publié dans les réseaux sociaux. Mais c'est aussi la goutte qui a renversé l'eau, qui a fait déborder le vase. Qui a fait déborder le vase, parce que justement, d'une petite protestation locale à Zvernets, ça a pris toute cette ampleur qu'on a maintenant cette révolution des flamants roses. C'est parce que c'est des questions d'environnement, c'est des questions de protection de zones protégées qui n'a pas été bien expliqué, n'a pas été rendu public, et dont les gens dans cette génération qui, avec Lysander et les autres, ils dirigent cette manifestation, cette révolution des Flamands, c'est justement, eux, ils veulent de la transparence. Le gouvernement, il dit, au départ, il a dit que ça y est, on a fait le contrat, on a donné l'île de Sazan et toute la baie de Vlora, donc y compris Narta, à Jared Kushner. Ils ont utilisé le nom de Jared Kushner pour passer, donc voilà, on travaille avec les meilleurs. Il y a eu toutes sortes de publications dans les réseaux sociaux. Et puis, par la suite, quand il y a eu cette affaire comme quoi il y a des problèmes déjà avec les 600 hectares qui ont été entourés dans la zone protégée, et donc il y a eu du barbelé, c'est comme ça que ça a commencé. On a vu les activistes justement. Il y a 3 semaines, c'est ça qui a fait commencer, mais que ça bouillonnait depuis très longtemps. Les organisations que Lysander a mentionnées de protection de l'environnement, ils ont gagné, donc ils ont attaqué en justice. Ils ont gagné à tous les niveaux, et du coup, il dit, on a tout gagné, mais
ça marche ça plus. continue, Et le du projet. coup, eux, de l'autre côté, ils continuent de d'entourer et de planifier, de faire la construction. Oui, parce qu'on va voir la réaction du Premier ministre albanais qui, lui, trouve ça très bien. Il trouve que ce sont des bons investissements pour le pays. D'abord, on va écouter Ivanka Trump, justement. Elle avait évoqué ce sujet, ce projet dans une vidéo. On va la regarder ensemble. Nous étions sur le bateau d'un ami et nous nous sommes arrêtés pour nous baigner. En fait, c'est comme ça que nous l'avons découvert. Nous avons nagé jusqu'aux îles, nous avons fait une randonnée pieds nus jusqu'au sommet et nous avons été tout simplement captivés. Pour moi, c'est avant tout un défi. C'est l'aboutissement de toute mon expérience dans l'immobilier, de tous mes voyages et d'une longue réflexion sur la façon dont je veux vivre, sur la façon dont je pense que les gens aspirent de plus en plus à vivre. Steven Ecovitch, votre réaction, elle évoque de manière très ingénue ce projet. C'est assez étonnant. Non, ce qui m'a frappé aussi, c'était les propos du Premier ministre albanais. Très insolent. Quelle distance entre lui et le peuple, qui est un reflet quand même aussi de ce couple-là, Ivanka et Gerard, aussi qui a cette distance socio-économique du peuple américain, où il vit sur une autre planète. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, avec les personnes qu'il veut. Donc, c'est pas étonnant que ça choque les Albanais, mais ça choque aussi, dans le média américain, ça choque aussi les Américains, justement parce que il y a cette distance davantage large entre le peuple et les corruptions des élites. Oui, c'est en fait un hiatus important. Et puis, Jared Kushner, on se souvient qu'il était à Genève il y a quelques jours pour les négociations sur l'Iran. Richard Verly, c'est sa société qui investit en Albanie. On voit donc Ivanka Trump parler de ce paradis dont ils veulent faire un resort. Et il y a le Premier ministre albanais qui, lui, fait partie du Conseil de la paix de Donald Trump. Il y a bien un mélange des genres, là. Évidemment qu'il y a un mélange des genres. Mais je voudrais faire juste une petite remarque. N'oublions pas, et ça nous ramène à une époque où on a beaucoup saccagé l'environnement. N'oublions pas ce qui s'est passé en France en Camargue. Je prends cet exemple parce que c'est à l'époque un ornithologue suisse, Luc Hoffmann, l'héritier des laboratoires Hoffmann-Laroche, qui avait pris la défense de la Camargue et de ses flamants roses contre tous les promoteurs de l'époque français. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire que ça a Et alors, il existé. avait réussi. Il avait réussi. Regardez la Camargue aujourd'hui, la Camargue. effectivement, il y a eu une opération de préservation. Donc, ce qui se passe malheureusement, c'est ce qui se passe dans tous les pays qui connaissent une forte croissance touristique à un moment donné, et c'est le cas de l'Albanie. Et cette croissance touristique veut naturellement gagner sur les territoires sauvages et les territoires où, a priori, on dit qu'il n'y a rien. Donc, c'est pas spécifique, ça, à l'Albanie, il faut quand même le dire. Ce qui est spécifique à l'Albanie, vous l'avez dit, Stéphanie, c'est que là, on a un Premier ministre, Edi Rama, par ailleurs en très bon terme avec M. Macron, ne l'oublions pas aussi, Edi Rama qui est l'un des favoris de Trump. Alors c'est pas un des favoris nationaux populistes, c'est pas un des favoris d'extrême droite. Parce qu'il est socialiste. Il est socialiste, mais c'est quelqu'un qui a choisi de se ranger du côté de Trump, de se ranger du côté de Mme Meloni, puisqu'il était prêt à accueillir les centres de transit de migrants, et donc il a fait ce calcul politique. C'est quelqu'un qui vient, c'est un basketteur, c'est un artiste. Un artiste, mais qui joue au basket, qui joue beaucoup de sa, je dirais, faconde personnelle, en tout cas il en a beaucoup joué pendant longtemps, et donc on se retrouve dans ce que vous dites, des conflits d'intérêts et bien évidemment des questions d'argent, et ça m'amène à parler d'une autre affaire aujourd'hui malheureusement très oubliée, c'est la mobilisation des étudiants en Serbie. Rappelez-vous, après l'écroulement de la gare de Novi Sad, énorme manifestation pendant des semaines et des semaines, et au final, le gouvernement serbe l'a emporté. Donc faisons attention. Donc il y a une vraie partie de bras de fer. Il y a une partie de bras de fer politique. Et on va regarder justement un extrait de l'interview que Edi Rama a donné hier au Financial Times, donc le Premier ministre albanais, où il dit qu'il n'est pas le Godfather, donc le parrain. Évidemment, il fait allusion au film de Coppola sur la mafia. Il n'est pas donc le parrain de l'Albanie. Les gens disent que je suis le leader de tout cela. Je leur dis d'aller se faire voir. Voilà ce qu'il dit. C'est simple. Ce n'est pas à moi de prouver que je ne suis pas le parrain, mais à eux de prouver que je suis le parrain. Voilà, on voit s'afficher donc cette interview du Financial Times, donnée donc par Edi Rama. Votre réaction, Lynn Sander-Sarachi, justement, sur la réaction d'Edi Rama, lui, au contraire, dit voilà, c'est un vrai, il n'y a pas de blanchiment d'argent, là, c'est un vrai investissement, ça va développer le pays. Il n'est pas du tout prêt à faire des concessions. Déjà, je voudrais préciser que tous les gens qui descendent dans la rue veulent
le progrès de l'Albanie, veulent l'adhésion européenne de l'Albanie, mais le veulent pas à n'importe quel prix et le veulent surtout en respectant les normes et les mesures européennes, surtout en termes de protection de l'environnement. Donc, que le gouvernement a changé une loi il y a 2 ans, une loi qui protégeait justement les zones protégées et qui interdisait les constructions et qui a permis donc les constructions dans certaines zones protégées, dont celle de Narta et de Zornets. Donc c'est un projet de long terme du gouvernement pour construire dans cette zone-là. Le statut d'investisseur stratégique a été donné à Atlantic Incubation Partners, une société enregistrée à Delaware et dite proche de Jared Kushner, le 30 décembre 2024, donc juste après la réélection de Trump aux États-Unis. Et pour revenir à la réaction d'hier, moi, je ne l'ai jamais entendu quiconque en Albanie appeler M. Rama le Godfather ou le parrain. Donc ça, c'est son invention et son insulte à tout un peuple a reçu la réponse hier par la place. Oui. Donc en fait, votre réaction avec aussi, les mêmes termes, bien sûr. Votre réaction aussi, Hilda Maras, à la réaction d'Edi Rama quand il dit finalement, allez vous faire voir. C'est un projet qui est transparent, qui va vraiment aider l'économie de l'Albanie. Oui, voilà, donc tout le développement autour de, pas seulement de les zones protégées, mais partout, Tirana, on connaît depuis ces dernières années, Tirana et toute l'Albanie a connu des constructions faramineuses. Donc on a la place centrale de Tirana, c'est une petite défense. Donc, et donc on critique beaucoup que tous ces tours, d'où vient l'argent pour ces immeubles qui sont la moitié vides, etc., etc. Donc, ça continue avec la bétonisation de la côte, des zones protégées, de Narta, et en plus, ça fait partie de la procédure d'adhésion à l'Union européenne. Voilà, donc, en ce qui, absolument, c'est le premier chapitre, donc c'est l'état de droit et tout ça. Et donc, mais l'Union européenne, le Parlement européen a demandé aussi qu'ils respectent pas seulement donc, les zones protégées, mais aussi de faire un moratorium, justement, de ne pas toucher les zones protégées. Donc, justement, d'annuler cette loi dont Lysander a mentionné, d'annuler la loi des zones protégées qui donne la possibilité de construire sur la côte et sur les zones protégées. On a... pendant les 2-3 dernières années, on a défendu aussi, c'est pareil, le site archéologique de Butrint. Donc là aussi, on l'a enlevé de la zone protégée une partie, le paysage protégé, et là, ils l'ont construit carrément sur la côte, donc, dans la baie du monastère. Donc en fait, il y a un certain nombre de modifications législatives. Absolument, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont le statut d'investisseurs stratégiques, et c'est un poignet de personnes qui ont ce statut-là et qui ont la possibilité de construire et de bétoniser la côte et les zones protégées. Steven Ecovitch, sur justement ce projet de Jared Kushner et Ivanka Trump, eux ne vont pas s'arrêter là. A priori, il y a aussi un procès, on va y revenir, enfin un procès. Le parquet, en tout cas anticorruption, a ouvert une enquête et il parle justement, il évoque un homme d'affaires qui s'appelle Arthur Shehu, qui est moitié américain, moitié albanais, qui vit à Miami et qui a vendu en 2025 une parcelle de terrain juste à côté de la fameuse réserve des Flamands Roses. Et lui, donc, il aurait des liens donc avec la société de Jared Kushner et avec même Jared Kushner lui-même. Ça vous surprend ? Pas du tout, parce qu'on est dans une époque américaine où la corruption est visible. Donc, il y avait toujours corruption aux États-Unis et dans d'autres pays, mais au moins dans le temps, on a essayé de le cacher. Mais maintenant, c'est visible, on ne tente pas de le cacher, c'est ouvert. D'ailleurs, il y a une avalanche, on peut dire qu'il y a une nouvelle stratégie. Au lieu de cacher, il y a une avalanche de corruption. Je peux énumérer, ça va prendre beaucoup de minutes. Tous les cas de corruption de Donald Trump et sa famille, où le président des États-Unis utilise son pouvoir présidentiel pour
s'enrichir à des 1000 milliards de dollars. Ça vous rappelle un peu le 19e siècle, non? Il y a un historien américain qui dit ça, Richard White. Il parle des barons voleurs de la fin du 19e siècle. Il trouve que cette période lui rappelle les barons voleurs. Caché, c'était aux enquêteurs, c'était aux journalistes de le déceler, mais maintenant, c'est même pas la peine de le cacher. Et je ne sais pas, même si toutes ces pressions populaires vont faire infléchir Kouchner et la fille du président. Richard. Oui, n'oublions pas aussi que derrière ça, il y a la volonté de Trump de s'en prendre à l'Union européenne et de démanteler l'Union européenne. Donc tout ce qui peut discréditer, alors en l'occurrence là il se trompe parce que ce qu'il provoque c'est un sursaut de mobilisation en faveur de l'Union européenne. Mais il y a cette idée chez Trump que les Balkans sont un ventre mou dans lequel il faut se positionner, il faut agir, dans lequel les États-Unis, grâce à leur argent, grâce aux intérêts privés, peuvent en quelque sorte dissuader un certain nombre de pays candidats de rejoindre l'Union. Alors on voit bien que ça produit l'effet inverse, que la population milite, en tout cas ceux qui manifestent, militent pour l'entrée dans l'Union européenne, mais il y a cette idée. Trump est en relation avec la Serbie, je parlais tout à l'heure du gouvernement serbe. Trump, rappelons-nous le Conseil de la paix, il y avait aussi il y avait aussi le Kosovo. Le Kosovo était présent au Conseil de la paix. Donc il y a cette tentative. La Bulgarie aussi, membre de l'Union européenne, était présente au Conseil de la paix. Donc dès qu'il le peut, Donald Trump et son clan cherchent à s'implanter dans ces pays qu'ils considèrent comme potentiellement des failles ou des fractures autour de l'Union européenne. Et qui sont bons pour le business. Et qui sont bons pour le business parce qu'il n'y a pas de régulation, et ça Donald Trump il adore, et parce qu'ils permettent des projets immobiliers sans contraintes et sans normes. Après peut-être un mot, moi j'ai regardé ce projet comme nous tous, on en a peut-être vu des photos, le projet lui-même, très franchement, dans pas mal de pays de l'Union européenne, quand on regarde ce qui a été construit, ayons quand même l'humilité de constater qu'on a construit jusque dans les années 80 des choses absolument hideuse sur pas mal de côtes européennes également. Mais voilà, c'est le passé, c'est l'histoire. C'est pas parce qu'on a mal fait hier qu'il faut mal faire aujourd'hui. Mais j'ai doute qu'il y ait une vraie stratégie Trump. Je crois pas qu'il a la stratégie. Il a une antipathie vers l'Union européenne, mais c'est tout. Ça s'arrête là. C'est vraiment business, hein. Argent et lui-même. Donc stratégie. Ce coup de cœur qu'elle a pour la côte d'Albanie. Je me suis baignée, j'ai trouvé ça magnifique. Tandis que moi, du côté albanais, par rapport à l'adhésion à tous ces projets, et par rapport à l'adhésion aussi au l'Union européenne, le Conseil de la paix, Conseil de la paix. Ah oui, c'est justement parce que l'Albanie, c'est un petit pays et ils ont toujours eu, que ce soit tous les gouvernements qui a eu de droite ou de gauche d'Albanie depuis la chute du communisme, ils ont toujours été en alliance avec les États-Unis. Donc ils ont toujours vu un peu le grand frère protecteur, donc que ce soit les depuis socialistes la chute ou du la régime droite albanaise. communiste, en fait. Oui, voilà, justement. Donc ils ont changé un peu le frère russe et chinois après avec le frère américain. Donc ça, c'est toujours lors d'une interview que je posais la même question à l'ancien Premier ministre Fatos Nano et puis à Berisha et Rama, il dira la même chose aujourd'hui, c'est qu'il leur faut, c'est un petit pays et ils ont besoin aussi du soutien. Actuellement, nous sommes engagés dans une voie avec l'intégration de l'Union européenne et l'Albanie espère très vite, d'après Martakos, en 2030, d'intégrer l'Union européenne, mais que le grand frère américain aide aussi parfois à passer même des projets comme celui il sert de couverture plutôt que d'être partie prenante financièrement dans le projet. Vous êtes d'accord, Lisan Sarsarachi, avec Hilda Mara? Il y a cette attaque. Oui, allez-y. Il y a un attachement un peu historique aux États-Unis, ici en Albanie, dû à des processus qui ont dans le passé, que ce soit à la création de l'État albanais il y a plus de 100 ans. Donc il y a eu une protection importante du président Wilson qui a permis la création de l'État albanais. Puis bien sûr, il y a eu la guerre, la libération du Kosovo et l'arrêt du génocide au Kosovo, donc où les États-Unis ont joué un rôle très important
important, mais pas seulement, évidemment. Enfin, tout l'OTAN a joué un rôle important. Et donc, du coup, il y a toujours eu, bien sûr, une reconnaissance vis-à-vis des États-Unis. Mais on va dire que jusqu'à la deuxième élection, surtout de M. Trump, il faut dire que la volonté des Albanais d'intégrer l'Union européenne avec cette reconnaissance et cette affiliation pro-américaine allaient très bien ensemble, à part peut-être au moment de la guerre en Irak, où personnellement j'étais totalement contre, mais sinon le reste du temps, ça allait très bien parce que l'Union européenne et les États-Unis étaient alliés, faisaient partie de ce monde occidental que nous, on voulait rejoindre. Donc, du coup, ça allait très bien ensemble. Là, du coup, ce projet, bien évidemment, met en face notre Premier ministre qui, après avoir déclaré en 2016 avoir tenu des propos anti-Trump avant son élection qui étaient hallucinants pour un Premier ministre et pour un chef d'État, maintenant est devenu totalement trumpiste. Et que Trump refuse de rencontrer, mais que son entourage fait des affaires avec lui. Donc vous voyez, c'est une situation complètement hallucinante. Je pense que M. Netanyahou joue un rôle très important dans toute cette histoire, donc de rapprochement de Jared Kushner avec notre Premier ministre. Et là, donc en fait, nous, le peuple albanais qui a une volonté et qui est un peuple qui mérite, et qui est en train de le prouver, qui mérite d'intégrer l'Union européenne, se retrouve en fait totalement en train de prendre une direction complètement hallucinante. Nous, on comprend rien de ce qu'il est en train de faire. Donc, au moment où tous les dirigeants européens refusent de rencontrer Netanyahou, lui, il va en Israël, à la Knesset, il dit que ses jambes tremblent devant Netanyahou. Au moment où le Parlement européen dit qu'il faudra interdire arrêter ce genre de chantier et revenir, donc annuler les changements de loi de 2024, lui, il dit que le projet, tant qu'il est là, continuera, et donc il demande au peuple d'aller se faire foutre. Donc, vous voyez bien dans quelle situation on est. Donc en fait, Lisandro Saraci, vous souhaitez qu'il démissionne ? Ah oui, maintenant on souhaite qu'il démissionne parce qu'on estime que tous ces changements de loi, tous les problèmes qu'il y a en Albanie, la corruption, n'oublions pas que l'ex-vice-première ministre est accusé, et donc il y a le SPAC qui est la structure de poursuite contre la corruption et le banditisme, a envoyé. Il a actuellement une deuxième demande au Parlement pour l'arrestation de l'ex-vice-première ministre et que Edi Rama refuse de lui lever l'immunité parlementaire. Ouais, donc, ce qui a créé un grand débat aussi avec l'Union européenne, bien sûr. En même temps, il fait son 4e mandat, juste pour donner un peu de contexte. Finalement, son parti a été réélu il n'y a même pas un an, c'est ça à peu près. Oui. Donc c'est récent. Donc il a cette légitimité démocratique, si je puis dire. Il a une légitimité démocratique, absolument, mais c'est une légitimité aussi contestée beaucoup par les partis d'opposition, qu'ils ont dénoncé pendant les élections, comme quoi les élections étaient truquées. Donc, ils n'ont pas arrêté la contestation. Et de l'autre côté, le fait que là, dans ces manifestations, on voit un grand nombre d'Albanais, que ce soit de l'Albanais d'Albanie, mais aussi des Albanais de diaspora qui vivent à l'étranger en Europe et qui viennent participer à la manifestation. On a eu des chiffres jusqu'à 200 000 manifestants. Donc, c'est quand même une grande masse. C'est beaucoup de turbulences à tenir en compte. Stevan Ecovitch, vous souriez en disant finalement c'est business. Finalement, Edi Rama, il aime peut-être. C'est vrai que c'est étonnant tout d'un coup ce rapprochement avec des personnalités comme Trump, comme Jared Kushner. Même donc Donald Trump ne l'a pas vu en fait, Edi Rama, mais c'est son entourage qui l'a vu. Non, c'est ça Donald Trump, il l'a rencontré à plusieurs reprises. Il a même été en visite aux États-Unis, même dans les grands sommets des chefs d'État, ils se rencontrent. Puisque l'Albanie donc a décidé de rentrer au Conseil de la paix. Il faut garder en tête que
Edi Rama, c'est une personnalité assez complexe, mais c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière politique un peu grâce à George Soros, au clan Soros, qu'aujourd'hui, c'est l'ennemi juré de Donald Trump aussi. Donc, c'est vraiment le dauphin de Soros qui s'allie à Trump et qui a toute la population contre. Vous avez une explication ? C'est quoi sa personne ? Enfin, pourquoi est-ce qu'il... Moi, je pense que c'est pragmatiste. Oui, c'est-à-dire, il veut rester au pouvoir. C'est en fait une tactique de réel politique. Rester au pouvoir et continuer à construire l'Albanie. Sa vision d'Albanie, voilà. Stevanikovic, sur justement ce clan Trump, vous parliez un petit peu de tout ce côté business, est-ce que vous parleriez de corruption, vous, aux États-Unis aujourd'hui, au niveau de l'État ? Oui. Je répète, dans le temps, on essaie de le cacher. Maintenant, on est aveuglé. Dans le temps, c'était invisible. Maintenant, on est aveuglé par l'ampleur de la corruption. C'est quoi ? C'est du népotisme ? Il y a un côté quoi, mafieux dans la famille Trump ? Il faut chercher un terme de science politique, je crois qu'on peut puiser dans le terme mafia. C'est une genre de mafia, bien évidemment, où l'argent, les pouvoirs et les corruptions vont ensemble. Et on est plein dedans. Hein. Et comment vous expliquez que le système américain, finalement, laisse faire ? Parce que vous le disiez, au 19e siècle, eh bien, ces bandits, ces voleurs s'étaient cachés. Et il y a eu des procédures derrière. Aujourd'hui, finalement, même le ministère de la Justice américain, il est à la botte de Trump. C'est une très bonne question. C'est une question... il y en a beaucoup plus calés que moi qui essaient d'expliquer pourquoi les États-Unis s'est déversé, a fait cette dérive dans cette ampleur de corruption. C'est une dérive, en tout cas. Voilà. Richard Verly, sur les liens entre Edi Rama et Donald Trump, là, vous disiez un mot là-dessus. Je pense qu'il y a les deux éléments. D'abord, il y a un aspect conjoncturel. Edi Rama, il a misé sur Trump parce qu'il estime effectivement que les États-Unis sont l'allié qu'il faut ménager. Donc, il aurait, j'allais dire, misé sur n'importe quel président américain. Absolument. Ça, c'est l'aspect pragmatique que vous disiez. Voilà. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est ce que disent les manifestants. C'est, y a-t-il derrière cela un énorme scandale de corruption en Albanie ? Parce que la manière dont il répond au Financial Times, elle est quand même extrêmement provocatrice. Quand il dit aux manifestants, c'est à vous de prouver que je ne suis pas le parrain, c'est une manière d'inciter tout le monde à enquêter. Et que va-t-il sortir de ces enquêtes ? Donc je crois que, comme souvent, les hommes forts du type Edi Rama, c'est-à-dire des gens qui sont sortis, qui sont arrivés en dehors de la politique. Aujourd'hui, il a été réélu plusieurs fois, vous l'avez dit. Il s'estime un peu comme le sauveur ou le créateur de l'Albanie moderne, je ne sais pas. Il a des très bonnes relations avec un certain nombre de gouvernements européens, et j'ai cité la France. Avec Emmanuel Macron, il était en France il y a 2 jours. Et donc, d'une certaine manière... Bonne relation avec Giorgia Meloni aussi. Ça lui a sans doute monté à la tête. Et puis, n'oublions pas la puissance des intérêts financiers. Lorsque vous parlez d'une côte aussi, je dirais, touristique, avec un tel potentiel que la côte albanaise, quiconque est allé récemment dans la région, moi j'étais récemment à Corfou en Grèce, qui est face à l'Albanie, je peux vous dire que tous les hôteliers grecs de Corfou voient que leurs touristes partent pour l'Albanie voisine et voient que l'Albanie est la grande promesse touristique européenne, un peu comme la Croatie l'a été ces dernières années. Lysander Saraci, ce parquet anticorruption albanais qui a donc ouvert une enquête, d'après les informations qu'on voit, il y a une vingtaine d'hommes qui sont soupçonnés, et c'est lié à ces affaires, soupçonnés de trafic de cocaïne et de blanchiment d'argent. Donc là, c'est quand même grave, hein, ce dont on parle, y compris donc la personne qui était propriétaire de cette zone où donc Kouchner veut investir. Il y a aussi une enquête pour essayer de comprendre pourquoi finalement la valeur a littéralement explosé dans la valeur de ces terrains, qui est passée d'à peu près un peu plus de 5 millions d'euros à 122 millions en quelques mois. Donc là, on est vraiment dans des affaires de corruption qui pourraient être sérieuses, avec trafic de cocaïne et blanchiment d'argent. Ça pourrait être ça derrière justement ces affaires, les affaires dont on parle.
Oui, donc en fait, il y a eu la semaine dernière beaucoup d'arrestations suite à une enquête conjointe de beaucoup de polices européennes qui ont collaboré pour enquêter sur un trafic, très important trafic de drogue. On parle même d'une rencontre à Aruba où il y aurait un haut responsable du gouvernement albanais, je ne sais pas, peut-être pas un ministre, mais un haut responsable du gouvernement albanais qui aurait participé donc à des rencontres avec des trafiquants de drogue. Et justement, il y a un mandat d'arrêt international contre Artur Sheu qui, on ne sait pas comment, est devenu propriétaire d'une partie des terrains de cette zone-là, alors qu'il est originaire de Vlora, mais il n'est pas du tout originaire de cette zone-là, et que les habitants de cette zone ne sont même pas autorisés à entrer, à avoir accès à leur propriété. Il y a eu aussi, je pense, un très grand délit d'initié. Donc, comme vous le mentionnez, donc les prix des terrains ont augmenté, parfois 20 fois plus, ou même encore ou 30 fois plus. Et donc, il y a des gens proches du pouvoir, il y a des oligarques albanais qui ont acquis des terrains, il y a aussi des gens qui sont à la botte du gouvernement et qui sont qu'on voit tous les jours dans les médias prendre la défense du gouvernement et qui ont acquis des terrains là-bas. Donc cette procédure, pour en dire un mot encore avec vous, Hilda Mara, c'est lié aussi au droit de propriété dans ces zones. Il y a eu manifestement, depuis la chute d'Enver Hoxha à l'époque où la propriété privée avait été abolie sous le régime communiste dans les années 90. Il y a eu avec la chute du régime, on s'est retrouvé dans une espèce de Far West, j'imagine, sur ces droits de propriété. Et c'est toujours un peu ces conséquences-là aujourd'hui dont on parle. Oui, c'est des conséquences qu'on subisse dans tout le pays, de toute façon, partout où il y a des zones, que ce soit dans les montagnes, il y a aussi le paquet des montagnes que le gouvernement essaie aussi de pousser. Et là aussi, il y a pour faire aussi des complexes. Des complexes dans le nord, dans les montagnes. Et même là, il y a beaucoup de problèmes de propriété. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire de Narta Esvernet, c'est que ce monsieur Sheu, il est de Kanina. Kanina, c'est un village au-dessus de Vlora. Et donc pas loin de cette zone. Pas loin. Apparemment, il est devenu propriétaire grâce à un registre ottoman de 1400. Un registre contesté. La personne qui avait traduit ça des archives nationales d'Albanie, elle a été condamnée par la cour. Donc, un dossier qui est déjà contesté, déjà condamné en cour, on le met dans le tas et le type, il redevient, donc il est l'un des acteurs principaux de cet grand investissement. Un terrain disputé déjà par la loi et qui n'a pas eu gain de cause par la cour en Albanie. Donc, il se réfère justement à un registre ottoman de 1400... un vieux registre. Vieux registre ottoman des archives nationales d'Albanie, en disant que voilà, un arrière-grand-père a été propriétaire... Donc lui, il est poursuivi par le procureur. Il est cherché, il est aux États-Unis. Il y a 20 mandats d'arrêt. Jusqu'à maintenant, ils ne sont que 2 qui ont été arrêtés. Un en Grèce et l'autre à Tirana. On attend les autres. Ce que SPAC est en train de... Donc, le parquet anticorruption est en train de mener son enquête. Et notamment ce parquet, est-ce qu'il mène l'enquête parce qu'il y a eu la pression, justement, de ces manifestants? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Moi, je pense que le parquet vient appuyer les manifestants. J'imagine, et dans ce qu'on avait lu dans les médias, c'est qu'il y avait des enquêtes en cours. Il y a beaucoup de dossiers en cours depuis la création du parquet en 2019, qui était d'ailleurs un grand succès mené par Edi Rama. C'était la création de la nouvelle justice, soutenue, financée par l'Union européenne et les États-Unis. Donc, et là, à partir de ce moment, donc, on a ouvert justement les enquêtes anticorruption en Albanie. Et alors justement, ces enquêtes qui sont importantes pour pouvoir entrer dans le processus d'adhésion à l'Union européenne. Richard Verly. Oui, effectivement, et ça c'est un aspect qui est... Là, 2030, on dit, mais il faut y arriver à 2030. Là, on est en train de faire le tableau de toutes les zones sombres et les zones d'ombre de cette affaire. Mais moi, j'y vois aussi
une zone plus prometteuse. Absolument. C'est que la société civile albanaise se mobilise. C'est au nom de l'Union européenne, c'est au nom de l'état de droit que tout ça a lieu. Et donc je trouve que ça, il faut le retenir. Après, la grande question, mais qui se pose de la même manière en Albanie, qu'elle s'est posée en Serbie, qu'elle se pose dans les autres pays des Balkans, mais qu'elle se pose aussi en Ukraine, c'est que l'Union européenne a des critères. L'Union européenne est-elle à même de faire respecter ces critères? Parce que très souvent, qu'est-ce que c'est que les critères? Ce sont des lois. Or, on sait que les lois peuvent être adoptées mais non appliquées. Non. Et la deuxième chose qu'il faudrait, franchement, à laquelle il faudrait penser, c'est comment l'Union européenne peut déjà aider des pays candidats, à consolider leur appareil juridique et judiciaire de manière à ce que ce soit les juges de ces pays qui prennent les mesures et qui ouvrent les enquêtes. Et là, il y a tout un volet, il faut le dire, une des failles du dispositif d'adhésion à l'Union européenne, c'est que l'Union européenne fait du monitoring des lois adoptées, mais elle n'a pas les moyens de s'assurer qu'elles sont respectées, et la collaboration avec les autorités judiciaires locales, tant que le pays n'est pas dans l'Union européenne, la collaboration est quand même très minime. Donc là, il y a sans doute un volet à réfléchir et à développer pour l'Union européenne, compte tenu du fait que tous ces pays veulent intégrer l'UE. Lysander Saraci, vous voulez rentrer dans l'Union européenne? Absolument, oui, bien sûr, bien évidemment. Mais donc, nous, on veut une intégration en Union européenne, on veut être prêt pour intégrer l'Union européenne. Et en ce moment, pour être tout à fait honnête avec vous, on aurait besoin de l'appui de l'Union européenne pour nous guider et pour nous aider à construire en Albanie une réelle démocratie, parce que celle qu'on a construite pendant 36 ans, sincèrement, ce n'est pas celle que le peuple albanais mérite, ce n'est pas celle qui pourra nous faire accéder à l'Union européenne. Parce que comme M. Verly l'a dit, c'est une chose d'adopter les lois et d'écrire de revoir toute la législation pour la rendre conforme avec celle de l'Union européenne, et c'est toute une autre chose de l'appliquer et d'avoir une société prête pour adhérer à l'Union européenne. Moi, le peuple albanais, j'estime qu'il est en train de montrer qu'il est prêt. Il faudra maintenant que nous, on ait une classe dirigeante qui soit aussi à l'auteur du peuple albanais et de la perspective européenne albanaise. C'est pour ça que nous, on conteste le modèle de gouvernance en Albanie, on conteste aussi le parti de l'opposition qui est aussi responsable de ce système corrompu qui a été créé en Albanie. Et c'est pour ça qu'on demande un ordre, c'est pas un système nouveau qu'on demande, on demande un système qui applique les lois, oui. Un système non corrompu et des gens qui soient vraiment là pour aider le pays à accéder à l'Union européenne. Donc c'est vraiment une demande de démocratie, de plus de démocratie ou il faut... Absolument, mais ce que moi je trouve extraordinaire, c'est qu'en 30 ans de transition démocratique, c'est la première fois qu'on a cette mobilisation de société civile de toutes les générations, mais notamment ceux qui gardent le flambeau, c'est la génération Z, c'est les jeunes, c'est les femmes avec les enfants qui sont les leaders, et c'est un mouvement pacifique, et c'est un mouvement justement en soutien à ce qu'il dit Lysander, c'est que tous les Albanais veulent intégrer l'Union européenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Lysander Saraci, merci à vous. Hilda Mara, Steven Ekovic, merci à Richard Verly d'avoir participé à cette émission. Est-ce qu'on pouvait dire donc sur ces projets de Jared Kushner et d'Ivanka Trump en Albanie et sur cette révolution des flamants roses. On se retrouve demain.